Merci pour l'invitation. Voilà, on va se présenter rapidement et puis il y aura une petite capsule vidéo justement pour faire un peu la synthèse de ce que sont les promeneurs du net, et ensuite on échangera plutôt sur des outils, j'allais dire pratico-pratiques. Alors on ne pourra pas parler de tous les outils, mais on a fait quelques petits focus. Voilà. Donc je me présente Pierre Catou, formateur auprès des promeneurs du net Haute-Garonne et aux alentours, et je suis chargé de projet pour le CRIJ Occitanie du projet Social Numéris. Donc, bonjour, je m'appelle Mélissa Quader, je travaille au CRIJ depuis 5 ans et depuis 3 ans sur le projet Promeneurs du net, et je suis coordinatrice de projet et psychologue de formation. Alors on va enchaîner en espérant que ça marche, sinon je meublerai une petite capsule vidéo pour vous montrer un peu ce que sont les promeneurs du net. Voilà, on attend. Alors je peux meubler si vous voulez, mais on avait tout calé ce matin, je vous assure. Lui, c'est Vincent. Il travaille auprès de jeunes qui l'accueillent dans sa structure, mais il est aussi promeneur du net. Dans le cadre des promeneurs du net, il est chargé d'écouter, d'orienter, d'accompagner des jeunes de 11 à 25 ans dans la réalisation de leurs projets, mais également d'être vigilant aux risques auxquels ces jeunes peuvent être exposés sur le net. Qu'il soit animateur, éducateur, professionnel de santé ou médiateur, son travail reste le même. Il va juste intégrer de nouveaux outils afin d'aller plus loin dans ses missions. Que ce soit sur Internet ou dans l'espace physique, le promeneur du net construit des relations pérennes avec les jeunes qu'il rencontre ou avec lesquels il est déjà en lien, en étant attentif à leurs idées et à leurs besoins. Faisant partie d'un vaste réseau, le promeneur du net dispose d'informations qu'il partage aussitôt, ouvrant des possibilités auprès de multiples acteurs. Il aide à l'organisation, à la mise en place et à la réalisation de projets dans des domaines variés: culture, sport, santé, insertion. Et oui, Internet est avant tout un lieu de rencontres fructueuses, d'accès à des ressources, de créativité, mais au fil de sa navigation, le promeneur du net peut aussi être témoin de situations problématiques. Vigilant, il saura les identifier et interviendra de manière préventive en sollicitant son réseau de partenaires. Dans le cadre d'échanges de pratiques ou d'analyse de situations complexes, des professionnels ressources, des psychologues, ainsi que des spécialistes des usages numériques l'aideront à trouver des solutions adéquates. Lors de permanences qu'il peut mettre en place régulièrement et bien identifiables sur son profil, les jeunes pourront le contacter de manière anonyme ou non, selon leur choix. Si un jeune lui pose une question sur la messagerie d'un réseau social, que cette question est trop précise par rapport à sa mission, il peut l'orienter directement via sa propre messagerie ou lui proposer une rencontre pour l'écouter, le rassurer et ensuite l'accompagner vers la bonne structure d'accueil pouvant lui fournir la réponse attendue. Le promeneur du net, exploitant son réseau et ses compétences, sera le lien entre les jeunes, le numérique et les professionnels du territoire sur lequel il intervient. Je vais enchaîner de suite. Voilà, merci pour les slides suivants. Ok, on va juste rappeler les 4 missions principales des promeneurs du net. Si tu veux bien prendre la parole, Mélissa. Oui, bien sûr. Je vais vous parler un petit peu du contexte également, puisque c'est un projet en fait qui a existé dans un premier temps en Suède, qui a ensuite en 2015 été utilisé dans une CAF au Cher. Donc l'idée de l'association au départ, ça a été de dire les jeunes ne viennent plus forcément dans les structures jeunesse. Où sont les jeunes? Ils sont sur les réseaux sociaux, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas forcément de présence éducative sur ces réseaux-là. Donc ils ont choisi d'intégrer dans le cadre de leur mission une partie sur les réseaux sociaux comme média supplémentaire pour accompagner les jeunes. Ensuite, entre 2015 et 2017, il y a eu un déploiement au niveau de la CNAF pour que chaque CAF ait un dispositif
promeneurs du net sur chaque département. Au niveau de la Haute-Garonne, ce qui a été choisi, c'est de proposer à un partenaire, donc le CRIJ Occitanie, de coordonner le projet, mais le projet existe au niveau national. Si vous voulez regarder ce qu'il existe aussi au niveau de chaque département, vous pouvez aller sur le site promeneurdunnet.fr pour voir l'annuaire de chaque département. Les missions sont les mêmes pour chacun, même si on peut les décliner différemment sur les départements en fonction du type de professionnel qu'on accompagne. Donc on va avoir tout ce qui est prévention, bien entendu, éducation aux médias, accompagnement des jeunes et de leurs projets, et surtout un espace de parole et de création de contenu. Notre objectif ce matin, ça va être de vous montrer de manière concrète comment, sur un département, on peut mettre en place ces actions-là de manière plus précise. Ok, alors je vais enchaîner de suite sur les focus. Alors on en avait une pléthore, enfin on en a un paquet, et puis ils sont de plus en plus créatifs, mais on a dû faire un petit peu, on a dû sélectionner forcément le focus. Alors le premier focus qui me semble assez intéressant, c'est la création de jeux vidéo, tout simplement. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un des mass médias le plus consommé au monde. Beaucoup de jeunes le font. Alors, il faut ne pas réduire la pratique du jeu vidéo juste à la console. Hein. Aujourd'hui, elle est partout. Elle est même sur les smartphones. Elle est même ce qu'on appelle, nous, dans les systèmes de gamification. Donc le stimuli et le jeu vidéo est partout aujourd'hui. Alors ce qu'on fait tout simplement, et c'est souvent avec des logiciels en open source, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir un espèce de studio énorme, on n'est pas Ubisoft Montpellier, on reste des travailleurs sociaux. Donc avec des petits logiciels comme RPG Maker, que vous pouvez noter en référence, c'est un tout petit logiciel qui va vous permettre de travailler de la vraie création de jeux vidéo. On est vraiment dans ce qu'on appelle, il faut bien faire le distinguo entre serious game et serious gaming. J'insiste vraiment. L'éducation nationale, elle, a pris toute la partie serious game. Nous, en tout cas moi en tant qu'animateur, je prône plutôt la partie serious gaming, c'est-à-dire que je vais prôner le gameplay et l'immersion dans le jeu, avant d'y mettre des contenus éducatifs. Donc là, vous avez deux exemples de jeux créés par des jeunes, dans le cadre d'un chantier, justement, un chantier VVV. Le premier, ils ont vraiment abordé la question de l'intelligence artificielle, et sur le second, on a abordé carrément la question de l'Europe, des frontières. Alors comment ça s'est passé? Tout simplement, on démarre, comme on l'a fait il y a déjà plus de 20 ans, sur la question de l'éducation à l'image et au cinéma, on démarre par un scénario. Sauf que dans le jeu vidéo, on appellera ça un schéma actantien. Vous allez voir, vous regardez sur Google, Quant, et vous allez voir un petit peu ce que c'est qu'un schéma actantien. C'est un peu le même principe que le début d'un pitch ou d'un scénario pour un film. Et à partir de là, on a travaillé documentation, création de map, comme on dit, gameplay, enfin, et l'habillage. Donc aujourd'hui, il est largement possible en tant que travailleur social de mettre en place ce type d'activité. Voilà. Donc je vais passer au slide. C'est un peu frustrant, je sais, parce qu'on pourrait vraiment développer la mise en place de ce type d'atelier, mais en off ou à la pause, peut-être qu'on pourrait échanger. Vous me le dites, maître du temps, si je suis trop long. C'est bon pour l'instant, ça va. Second focus, second projet, celui-là s'adresse plutôt aux adultes. Parce que le travail de prévention, d'éducation, de sensibilisation autour du numérique, des écrans, il est à mon avis, on aurait dû en vérité démarrer par les adultes. Mais bon, ça c'est un autre débat plutôt que de se jeter directement sur les ados. Là, vous le voyez, là il y a une espèce de bulle, bon, je suis à l'intérieur, on le voit juste à côté de Mélissa, là il y a des casques VR, donc réalité virtuelle, où je fais rentrer les adultes à l'intérieur de cette bulle, où on a peaufiné des scénarios, dystopique ou utopique en fonction du numérique, un peu le reflet de ce que font aujourd'hui les séries Netflix Black Mirror ou carrément en littérature George Orwell avec 1984. L'idée c'est que l'usager, l'adulte rentre à l'intérieur, il tire un scénario et on essaie de réfléchir. C'est-à-dire qu'on essaie pas de... Le problème de l'écran, les écrans, comme on dit là, il faut qu'on aille le voir un peu plus loin que le bout de notre du nez là, de la gestion de l'écran. Voilà. Il faut que ça aille plus loin, il faudrait qu'on essaye d'anticiper maintenant. Alors, je sais qu'on n'arrivera pas à rattraper ce retard, mais au moins qu'on n'ait pas 10 trains de retard. Voilà, c'est juste ça que on essaie de ménager. Et on a découvert, grâce à cette exposition et grâce à ces casques, alors je les ai là à dispo, je pourrais en faire tester tout à l'heure à la pause si vous voulez, quand les adultes sont venus l'essayer,
avec des programmes qui leur sont chers, hein, c'est-à-dire pas des choses de la culture jeune, mais plutôt du musée, des choses plutôt qui leur parlent. On s'est aperçu de 3 petites choses. La première, c'est qu'il y avait l'effet dopamine. À chaque fois que je fais essayer ça à un adulte, à 95%, hein, il y en a qui sont tétanisés, qui ont peur de ce type d'engin, mais à 95%, il y a un effet dopamine. Ils prennent un shoot. Voilà, un shoot de plaisir. C'était bien, j'étais dans le tableau de Dali, une immersion. Enfin, j'aurais aimé être là tout le temps et pas ailleurs. La vraie vie, et c'est vraiment les termes que j'ai, hein, la vraie vie, à côté, c'est pas terrible. Le second niveau, c'est l'effet bulle. Alors en plus, j'ai fait semblant de mettre cette bulle, mais quand vous rentrez dans ce système de casque, vous êtes vraiment dans un effet où vous n'avez plus aucune interaction autour de vous. D'accord ? Vous êtes vraiment immergé à l'intérieur. Vraiment, vous allez voir, c'est assez bluffant. Hein. C'est la dernière technologie, on n'est pas sur la technologie où on mettait juste le smartphone à l'époque. Et le troisième, si vous voulez, c'est, alors on le voit moins si on n'a pas le temps de l'expérimenter, c'est l'aspect chronophage de la chose. Et donc, à travers cette petite expérimentation, vous n'avez pas besoin de la bulle, hein, en tant que travailleur social, vous achetez juste des casques, vous investissez et vous faites tester aux parents. C'est le même problème, c'est le même souci qu'on a avec les enfants de 2, 3, 4, 5, 10 ans face à un écran lambda. C'est-à-dire cet effet dopamine, je prends mon shoot, cet effet bulle et cet effet chronophage. À partir de ce moment-là, ça vaut toutes les préventions du monde, c'est-à-dire que l'adulte prend en compte les vraies problématiques qui se jouent quand un enfant est devant un écran. On n'est plus du tout dans « oui, je te donne 2 heures, je te donne 4 heures ». C'est pas possible. Vous pouvez, alors peut-être que certains des intervenants vont parler du temps d'écran et tout, c'est vachement à la mode, mais par principe, moi ce qui va surtout m'intéresser, ce qui intéresse en tout cas la démarche des promeneurs du net, c'est de savoir qu'est-ce qui se joue réellement quand l'enfant, quand l'ado est devant cet écran. Pas que l'écran jeux vidéo, l'écran smartphone et tout. Et donc cet effet dopamine, cet effet bulle, cet effet chronophage, il faut le prendre en compte. Enfin, en tout cas, je vous invite à l'utiliser tout à l'heure, à faire le test avec moi. Voilà. Je vais enchaîner sur un autre focus. Je te laisse la parole, Mélissa. Donc l'idée aussi des promeneurs du net, c'est de se dire on propose un cadre d'intervention pour les professionnels et des outils. Donc dans ce cadre-là, on a proposé en formation l'an dernier ce qu'on appelle l'outil le vrai du faux. Est-ce que quelqu'un connaît cet outil déjà ou pas? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Il y en a un au fond. Ouais. Voilà, donc je vais le présenter un petit peu. Donc l'idée, c'est un outil qui a été créé par des structures information jeunesse, mais qui est accessible à tous en formation. Donc on a un outil qui est un catalogue, soit papier, soit numérique, et il est livré, on va dire, clé en main aux professionnels. C'est-à-dire qu'on propose une formation d'une journée pour qu'ensuite les professionnels puissent intervenir dans des institutions, dans des collèges, dans des accueils avec les jeunes sur la thématique du décryptage de l'information. Donc on va avoir à l'intérieur des articles, des vidéos, des tweets, des photos. Les jeunes vont se positionner sur un atelier de 2 heures à essayer de décrypter les informations, savoir si elles semblent plutôt vraies, plutôt fausses. On va pouvoir aussi échanger avec eux sur comment ils vont utiliser les médias, sur quels médias ils vont pouvoir échanger, s'informer, et ensuite on va voir aussi avec eux comment ils vont essayer de décrypter l'information, chercher des sources, etc. Donc cette formation, elle a pour objectif vraiment d'accompagner les professionnels à utiliser cet outil pour avoir un complément pour échanger après avec les jeunes sur cette thématique-là. Et c'est vrai que pour les promeneurs du net qui s'en servent au quotidien, on remarque que c'est une porte d'entrée pour échanger aussi sur la question du harcèlement et du cyberharcèlement. Voilà. Si vous souhaitez vous informer sur cet outil, vous pouvez aller sur le site levraidufaux.info. Vous verrez les référents qui sont formateurs et vous pouvez aussi voir avec eux s'il est possible de vous former à cet outil aussi n'importe où en France. Voilà. Alors, je vais mettre comment nous contacter. Vous avez là toutes les adresses, les réseaux sociaux. Je voudrais quand même ajouter dans des focus qu'on n'a pas mis en place. On a beaucoup, je pense on a beaucoup parlé d'écran ces 5-10 dernières années. Et je pense qu'on devrait quand même faire un petit focus sur la question de l'écoute, c'est-à-dire du son. Aujourd'hui, est revenu un peu à la mode les podcasts, par exemple. Et en tant qu'outil, je vous invite, en tant que travailleur social, à mettre en place ces podcasts-là, parce qu'ils ramènent à des choses parfois essentielles de l'écoute, de la parole, de l'expression, qu'on n'a
pas forcément des fois devant l'écran, devant l'image, où on est parfois passif. En tout cas, moi je pense que c'est le pari aussi à tenir pour pas qu'on ait ce fameux train de retard, c'est de commencer à bosser sur cette histoire de son et d'expression. Un atelier de podcast, vous savez, c'est très simple, hein, c'est que de l'open source. Depuis tout à l'heure, je vous parle que de logiciels open source, on est bien d'accord. C'est un logiciel comme Audacity de montage sonore. C'est avec les derniers smartphones aujourd'hui, vous pouvez, qui ont des qualités de dictaphone plutôt chouettes. Donc du coup, de pouvoir enregistrer les jeunes. Sinon, vous faites l'achat d'un Zoom H1 hein, qui coûte à peu près 90 €, une pièce. Et un travail, j'allais dire, où on phosphore avec les jeunes sur qu'est-ce qu'on a envie de dire, sur des focus group, sur pourquoi pas des chroniques, voilà. Il y a des tas de choses à faire avec peu de moyens. Il faut qu'on arrête de croire que la technologie peut être un frein à notre travail justement pédagogique et éducatif.